McFadden n'aurait probablement pas approuvé le bodybuilding moderne avec l'importance qu'il donne au développement musculaire au détriment des qualités athlétiques. Cette phrase, elle a été utilisée par Arnold Schwarzenegger dans son livre que je vous recommande tous de lire, si vous êtes en tout cas motivé à lire 790 pages en anglais. Le livre s'appelle The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette phrase exactement? En réalité, il parle de l'évolution de la pensée commune relative au bodybuilding ou au culturisme. C'est en comprenant d'où on part et où on est aujourd'hui qu'on pourra répondre à la question de départ: est-ce que le bodybuilding, c'était mieux avant? Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire simple tout en abordant différents sujets plutôt complexes comme l'apparence, les connaissances, la science, la technologie. Tout ce qui a permis au monde du culturisme et du bodybuilding d'évoluer d'un monde de force et de santé à un monde d'apparence physique et de recherche de la perfection. Alors préparez vos shakers, posez-vous tranquillement et on commence tout de suite. Salut la team, je m'appelle Jonathan et sur cette chaîne on parle coaching, performance, individualisation de l'entraînement, santé, force, hypertrophie, bref, tout ce qui tourne autour du fitness et de la musculation. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui vont sortir. Ici, vous avez 5 culturistes d'époques différentes. Fin des années 1800, début des années 1900, vous avez Arthur Saxon. Dans les années 1950, vous avez Steve Reeves. Dans les années 70 à 80, vous avez Frank Colombo. Dans les années 90-2000, vous avez Dorian Yates. Et aujourd'hui, vous avez Hadi Choopan. Observez l'évolution. Tous font partie du monde du culturisme avec pour autant des physiques bien différents. Alors pour ceux qui connaissent Arthur Saxon, vous allez me dire, ce n'est pas vraiment un bodybuilder, mais plutôt un strongman. En fait, la discussion ne devrait pas tourner autour de ce qu'il est, mais plutôt de quand il était. Alors pour comprendre cette évolution, faisons un rapide tour en arrière pour comprendre la genèse du bodybuilding. Au 19e siècle, vous avez l'ère industrielle. La société va basculer d'une vie tournée vers les champs et les petits villages, vers une vie qui tourne autour des grandes industries placées dans les grandes villes. Alors cette ère industrielle, elle amène avec elle une nouvelle façon de se nourrir en rapport avec le secteur agroalimentaire qui s'industrialise. Elle amène une nouvelle façon de se déplacer avec notamment l'arrivée de la voiture. Et paradoxalement, vient avec cette nouvelle façon de se déplacer la sédentarisation. Donc en opposition à cette tendance où l'on bouge moins que dans les champs et où on se nourrit moins bien à cause notamment des procédés industriels, on va se tourner vers le corps et vers la santé. On veut retourner à cette adoration du culte du corps gréco-romain. Un corps fort, un corps beau, un corps en pleine santé. À la fin des années 1800 et au début des années 1900, vous avez un Anglais qui s'appelle Eugene Sandow, qui est un des premiers culturistes au monde. Il est mis en avant de la scène par un producteur et devient une véritable icône de ce sport. Il vend des livres, les ventes de poids et de barres qu'on pouvait voir sur certaines images explosent, et c'est lui qui va créer le premier concours où on va comparer les corps et les juger. Dans la foulée, d'autres viendront marquer l'histoire comme le lion russe George Hackenschmidt, Arthur Saxon ou encore Bernard McFadden. Et c'est d'ailleurs ce Bernard McFadden qui en 1903 va créer au Madison Square Garden une série de compétitions qu'il va appeler l'homme le mieux développé au monde. Donc là, vous voyez qu'on bascule d'une Amérique où le culturisme était tourné vers la santé, vers une Amérique où on commence à comparer les corps entre eux, comme ce qui se fait à l'époque en Europe. Mais on ne juge pas que la force, on juge aussi le développement de la masse musculaire. Donc contrairement à aujourd'hui, on cherchait aussi les qualités physiques. Alors finalement qu'aujourd'hui dans le bodybuilding, on compare l'apparence physique, l'esthétique. Vers 1920, on commence à comprendre que l'entraînement avec des charges est ce qui permet d'avoir un développement musculaire le plus rapidement possible et on commence à connecter ce développement du physique à la santé. C'est à ce moment-là aussi que des physiques plus dessinés, plus travaillés, moins gras et plus beaux viennent se confronter aux fameux strongmen de l'époque comme Louis Cyr par exemple. Petit à petit, certaines personnes influentes comme Sigmund Klein, McFadden ou encore Eugene Sandow dont on a parlé juste avant, vont convaincre que la santé passe aussi par l'esthétique et non pas que par les qualités physiques. Ce ne sera pas simple, mais les pensées vont petit à petit changer. Doucement mais sûrement, on considère que les hommes de force sont finalement peut-être aussi des athlètes au même titre que les nageurs, les gymnastes ou les boxeurs. Et c'est le 4 juillet 1939 que les choses commencent à vraiment bouger,
avec la création de la compétition Mister America et la victoire de Roland Esmaker. À partir de ce moment-là, on comprend que le weightlifting, donc littéralement le soulevé de charge, permettait de redessiner le corps bien plus que n'importe quel autre entraînement sportif. Et c'est en 1940 que John Grimek gagne la deuxième édition de Mister America, qui pour la première fois représentera vraiment une compétition de bodybuilding. Pourquoi on dit ça? Parce que Grimek va essentiellement s'entraîner dans des gyms en soulevant uniquement de la charge et rien d'autre. Le bodybuilding était né. Petit à petit, la distinction entre le port de charge pour augmenter la force et le port de charge pour sculpter son corps est clairement établie. On voit d'ailleurs la transformation des physiques en 1945 avec Clarence Ross, gagnant de Mister America. Mais à ce stade, le bodybuilding, c'est pas encore connu du grand public, c'est une petite niche qui traîne notamment autour de Venice Beach, anciennement Muscle Beach. Muscle Beach. Muscle Beach. Beach. Et c'est réellement Steve Reeves qui, après avoir gagné Mister America et avoir fini deuxième à la première édition de Mister Univers, qui va populariser le culte du corps auprès du grand public avec sa carrière d'acteur et ses nombreux films. Le bodybuilding se popularise. Donc en une cinquantaine d'années, on passe d'un corps fort à un corps esthétique. On passe d'une comparaison des qualités physiques fonctionnelles à une comparaison de la musculature analytique. L'ère industrielle nous amène le progrès, on a besoin de retourner à un corps santé. On comprend que soulever des poids permet non seulement d'augmenter la force, mais aussi de transformer l'esthétique. Le bodybuilding progresse et s'ouvre à la population. Certains athlètes sont hissés au rang de dieux vivants au point même de parfois en faire des œuvres d'art. Mais si on comprend comment on est passé d'un corps fort à un corps esthétique, et que l'on comprend mieux la naissance du bodybuilding, on n'explique toujours pas comment on passe de ça à ça. Pour expliquer cette évolution, vous pensez évidemment aux stéroïdes anabolisants. Et vous avez tout à fait raison. Même si ce n'est pas la seule raison, l'avancée technologique et scientifique a permis de repousser les limites de l'utilisation des stéroïdes. On reviendra sur ce point juste après, mais commençons d'abord par l'amélioration des connaissances de l'entraînement. Quand je vous disais que l'ère industrielle était importante dans l'histoire du bodybuilding, elle l'est bien sûr tout autant dans l'évolution des connaissances. C'est durant l'ère industrielle que s'installe petit à petit la recherche scientifique. Jusque-là, c'était l'empirisme qui prédominait, donc en fait l'expérience de terrain. On déduisait des choses selon ce que l'on observait et ce que l'on décrivait. Mais la science a amené petit à petit un cadre dans lequel on pouvait vérifier nos observations, donner des causes. Et cette montée en puissance de la recherche scientifique, elle est permise grâce aux universités, grâce aux écoles supérieures. Et un des premiers pays qui démontre une suprématie incontestée dans ce domaine, c'est l'Allemagne. Et vous allez voir que ça aura une incidence directe sur l'utilisation des stéroïdes durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc à partir de là, l'instrumentalisation médicale, la chimie, la physiologie se perfectionne, mais aussi l'anatomie. Vient avec elle la connaissance des os, des muscles, des tendons et des mécanismes qui créent leur contraction. On comprend de mieux en mieux ce qui se passe dans le corps in vivo et la biomécanique humaine. Le bodybuilding finalement va suivre cette tendance. On part d'abord de la sensation, du ressenti, de l'empirisme, et on se compare avec les autres. Pour voir si ce que l'on faisait marchait bien, on le pratiquait et puis on le comparait. Si une personne était plus volumineuse que l'autre après avoir suivi un entraînement de musculation, c'était que ça fonctionnait plutôt bien. Petit à petit, on amène des explications sur ce que l'on ressent, des mots sur des sensations. Aujourd'hui, grâce à cette évolution, on est capable de pratiquement tout vérifier scientifiquement. La science est donc capable de vous dire si porter une charge lourde ou moyenne sur X nombre de répétitions est plus avantageux que de porter des charges légères pour sculpter son corps, par exemple. Elle est capable de vous proposer les meilleures techniques de récupération, les meilleures méthodes d'entraînement, les meilleurs mouvements et quel est le meilleur angle pour travailler vos biceps. Donc l'apport scientifique est crucial dans l'explication de l'évolution du bodybuilding. On est capable de porter de plus en plus lourd, plus longtemps, et avoir un meilleur recrutement musculaire parce qu'on comprend beaucoup mieux le corps humain. Un autre paramètre qui a permis l'évolution du bodybuilding, c'est l'accès à l'information. Vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La radio n'apparaît qu'en 1906, la télévision en 1926, Internet en l'an 2000, Facebook en 2004 et YouTube en 2005. Alors bien sûr, depuis les années 1600, vous avez les journaux papier et les livres. Mais en réalité, les informations et les histoires ne parlent pas de sport qui est de loin le sujet
le moins important. Donc c'est difficile de trouver une réponse à ces questions. Et dans l'autre sens, c'est difficile de partager au plus grand nombre ce que l'on a découvert, notamment par empirisme, et ce que l'on connaît. À nouveau, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle permettent la circulation de l'information beaucoup plus facilement. C'est notamment en 1921 que vous avez Charles Atlas, un des vainqueurs des compétitions organisées par McFadden, dont on a parlé juste avant, qui va proposer à la vente ses cours de fitness par correspondance. Un des premiers influenceurs fitness finalement. Donc non seulement la science répond à nos questions, mais maintenant les réponses peuvent circuler et on peut partager l'information. Aujourd'hui, l'accès à l'information est incroyablement diversifié. La télévision et ensuite Internet ont permis de partager un nombre incalculable de connaissances dans le monde du sport et notamment dans le monde du bodybuilding. Sur Internet, vous pouvez trouver n'importe quelle méthode d'entraînement, n'importe quelle planification, n'importe quel conseil sur un mouvement. D'ailleurs, on retrouve peut-être un peu trop d'informations, donc difficile de faire le tri pour celui qui cherche une information ou une réponse précise. Alors de plus en plus de connaissances et un meilleur accès à l'information permet aux bodybuilders et aux coachs de mieux comprendre le corps, son fonctionnement, ses besoins et donc d'optimiser au maximum l'entraînement et la récupération. Techniques d'entraînement, diète, repos, planification, on trouve l'information sur tout ce que l'on cherche. On le teste, on modifie et on améliore. C'est ce qui explique pourquoi on a une telle différence entre Steve Reeves et Hadi Choopan. Bon ok, on n'a pas encore parlé de la pilule magique qui a permis une telle évolution. Le riz et le poulet. Alléluia. Bon ok, les stéroïdes. Rappelez-vous ce que je vous disais sur l'Allemagne. C'est un des premiers pays à avoir implanté beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles supérieures. Ce qui a permis petit à petit d'amener de la recherche scientifique et notamment les causes sur l'augmentation des performances, que ce soit en termes de qualité physique, de récupération ou de concentration. Ces nouvelles compétences vont leur servir pendant la Seconde Guerre mondiale où l'on va retrouver la première utilisation des stéroïdes anabolisants. Alors vous savez peut-être qu'un stéroïde anabolisant a deux effets. D'abord l'effet anabolique, qui aura pour rôle à la fois de développer les cellules du corps, donc notamment les cellules musculaires, mais aussi de bloquer le cortisol, une hormone du stress qui est catabolique, donc qui utilise les ressources internes du corps, notamment le muscle, pour créer de l'énergie. L'effet anabolisant, c'est créer et empêcher de détruire. Le deuxième effet, c'est l'effet androgénique, qui concerne lui plutôt les traits de caractère masculin. Ça va rendre plus viril la personne qui prend des anabolisants. On parle ici de la libido, de la pilosité, mais aussi de l'agressivité. Et c'est pour cette agressivité que l'Allemagne a utilisé en masse les stéroïdes anabolisants durant la Seconde Guerre mondiale. Rendre les soldats allemands plus combatifs, plus confiants et plus lucides sur le champ de bataille, c'était s'assurer la victoire. Cette agressivité peut même se transformer en roid rage. Guys, how many times do I need to tell you? Steroids does not cause any anger. Shut the fuck up! I'm shooting a fucking video! Fuck! Fuck! So guys, yeah. Petit à petit, ces connaissances dans les années 50 arrivent dans le milieu sportif par l'Allemagne de l'Est et la Russie, et c'est dans les années 60 qu'il arrive dans le milieu du culturisme. On voit nettement la différence entre Steve Reeves dans les années 50 et Frank Colombo dans les années 70. Le fameux Dianabol est arrivé dans les salles de musculation. Zéro contrôle antidopage, ni aucune loi interdit son utilisation. Donc vous avez de nombreux bodybuilders qui en profitent. Mais il existe un problème à l'époque, c'est qu'on ne se rendait pas compte des problèmes que ça pouvait causer au niveau du foie et au niveau notamment des œstrogènes. Parce que oui, il existe l'aromatase. On dit que la testostérone est aromatisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son excès, ce qui n'est pas utilisé par le corps, est transformé en oestrogène. Et l'oestrogène, vous le savez, c'est l'hormone de la femme. Donc pour un homme qui veut bien dessiner son corps, avoir une paire de nichons à la place des pectoraux, vous comprenez que c'est un petit peu compliqué. Donc petit à petit, la science permet de mieux comprendre ces phénomènes et trouve à la fois des médicaments pour protéger le foie et également des anti-œstrogènes. En plus de mieux comprendre l'aromatase et l'effet sur le foie, on comprend de mieux en mieux l'insuline, le cortisol, la rétention d'eau, et on commence à mieux gérer les doses de stéroïdes anabolisants.
C'est pour toutes ces raisons que le niveau des culturistes n'a cessé d'augmenter ces 100 dernières années. Et avec l'avènement du transhumanisme, qui sait, peut-être que bientôt on va se retrouver avec des bodybuilders de 65 ans qui en paraîtront 20, écorchés comme pas possible, et qui continueront à dire que c'est grâce au riz, au poulet et au brocoli. Maintenant que vous avez toutes ces informations, la question est de savoir si le bodybuilding était mieux avant. Eh bien, finalement, ça dépend de ce que vous attendez de ce sport. Si la seule chose qui vous intéresse, c'est la définition musculaire, alors c'est mieux maintenant. Vous profitez de l'avancée technologique et des connaissances et admirez des hommes et des femmes sculptés dans le moindre détail. Mais si ce que vous aimez dans le bodybuilding, c'est le mouvement pour la santé et la force fonctionnelle, alors oui, c'était mieux avant. Nous sommes différents, nos besoins le sont aussi, et la réponse à cette question l'est tout autant. Le culturisme a évolué, passant d'un monde de force à un monde esthétique. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise évolution ? À vous d'en juger. Une chose est sûre, c'est que le culturisme a encore de beaux jours devant lui. Voilà la team, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, c'est gratuit, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et bon entraînement à tous. Ciao!